Dans un monde rempli de magie, on suit un groupe de soldats qui affrontent une entité démoniaque, le dieu des cadavres. Ce dernier invoque des armes magiques, les projetant sur les soldats et les éliminant sans effort. Le capitaine apprend que le héros légendaire arrive. Il ordonne à ses hommes de battre en retraite, sachant que seul le héros peut affronter une telle menace. Le légendaire Sugrua se dirige alors vers le dieu des cadavres. Ils s'affrontent. Le dieu des cadavres attaque le héros avec sa magie, mais Sugua, se défendant à l'épée, ne subit aucun dégât. Le dieu des cadavres rassemble les âmes des morts, invoquant un dragon mort-vivant qui charge Sugua, mais le héros le coupe en deux d'un coup d'épée enchanté. Il continue d'échanger des coups, et Sugura parvient à le repousser. Se voyant désavantagé, le dieu des cadavres invoque une armée de squelettes pour vaincre le héros. Sugrua utilise son œil maléfique, lui permettant de voir les âmes des morts, et on découvre que le dieu des cadavres possède la même capacité. Sugrua charge l'armée de squelettes, les enjambe et lance une boule de feu vers le plafond. Celui-ci s'effondre, faisant pleuvoir des rochers sur ses ennemis. Suguru parvient à frapper le dieu des cadavres, révélant un cerveau dans un bocal, sa véritable forme. Le dieu des cadavres s'apprête à lancer un puissant sort, mais Sugrua charge de toutes ses forces. Il transperce l'entité avec son épée, provoquant une explosion gigantesque qui déchire le ciel sombre, mais ses souvenirs s'embrouillent soudainement. Il peine à se rappeler l'issue de la bataille. Il s'avère que le dieu des cadavres a utilisé la magie de réincarnation. Il se réveille dans une ruelle, une blessure au cou. Le dieu des cadavres regarde autour de lui, peinant à comprendre ce qui se passe. Il se retrouve dans une ville moderne, incapable de reconnaître quoi que ce soit. Il est soudainement repéré par un drone. L'opérateur Kuruya est surpris, car il avait confirmé la mort du garçon. Il appelle son équipe, les informant que leur cible est toujours en vie. Kuruya se demande comment le garçon peut encore marcher avec la gorge tranchée. Pendant ce temps, le dieu des cadavres a du mal à assimiler tout ça, se demandant où il est, car tout lui est si étranger. Il observe les gens, voyant que tout le monde est heureux, alors il pense que ce monde doit être paisible. Il pense à son propre monde, ne sachant pas comment y retourner, mais à ce moment-là, deux policiers l'approchent, tentent de lui parler, mais il ne comprend rien à ce qu'ils disent. Il commence lentement à les comprendre, puisant des informations linguistiques dans le cerveau de son nouveau corps. Il dit aux agents qu'il va bien et se présente comme Polka. Les policiers sont choqués de voir la blessure à son cou, lui disant qu'il a besoin d'aide médicale. Mais une étrange fille marche soudainement sur la tête de l'agent, ravie de voir Polka en vie, le saisit par le bras et s'enfuit avec lui. Ils atteignent une ruelle où la fille se présente comme Masaki. Polka commence à se souvenir d'elle quand Masaki le jette soudainement en l'air, prétendant vérifier s'il est vraiment en vie. Mais elle sort soudainement un pied de biche, révélant que c'est elle qui l'a tué la première fois. Polka s'enfuit, tandis que Kuruya les observe via son drone, se demandant pourquoi quelqu'un paierait pour tuer un garçon de 16 ans. Mais il sait qu'ils ne seront pas payés tant que Polka ne sera pas mort. Polka est épuisé, commentant les limites de son nouveau corps. Il a utilisé toutes ses forces juste pour fuir, et il semble n'avoir aucune capacité magique. Il réfléchit à ce qu'il doit faire, sachant qu'une seule blessure fatale entraînerait sa mort. Masaki apparaît derrière lui, lançant ses couteaux qu'il esquive de justesse. Elle semble apprécier la chasse, chargeant Polka qui peine à bloquer ses attaques. Il tente de fuir, mais tombe quand Masaki lance une dague qui le touche à la jambe. Il se relève, retire la dague et la lui renvoie. Masaki est impressionnée, admettant qu'il l'intimide, craignant de tomber amoureuse si elle ne fait pas attention. Polka entre dans une étrange pièce, se demandant à quoi elle sert, quand Masaki le rattrape, lui lançant une dague à la jambe, le faisant tomber au sol. Elle révèle que c'était autrefois un lieu d'exécution pour les Yakuza, et des rumeurs disent que des fantômes hantent la pièce, alors les gens l'évitent. Polka confirme que les rumeurs sont vraies, utilisant son œil maléfique pour voir les âmes des morts. Il réalise que l'œil maléfique est un pouvoir de l'âme, il peut donc toujours l'utiliser dans le corps de Polka. Masaki est sur le point de l'achever, mais il rassemble les pouvoirs des âmes présentes dans la pièce, invoquant un bras monstrueux qui empale Masaki et la tue instantanément. De retour dans l'autre monde, le dieu des cadavres semble vaincu, mais Sugura s'interroge sur son dernier sort. Il doute que le dieu des cadavres ait été vraiment vaincu, car son âme a disparu trop vite. Son compagnon l'informe que l'âme du dieu des cadavres n'est plus dans leur monde,
Mais le héros a toujours des doutes. Dans un flashback, on apprend que le dieu des cadavres ne pouvait pas vivre une vie paisible à cause de son œil maléfique. Il fut vendu par ses parents aux sorciers de la cour et il mena d'innombrables batailles en tant que nécromancien jusqu'à la chute de l'Empire. Mais tout ce qu'il voulait, c'était la paix. Il finit par vivre en paix avec les humains, trouvant même l'amour. Mais les soldats commencent à traquer les nécromanciens car ils asservissent les esprits des morts. Ils finissent par tuer ses proches durant leur chasse, le rendant fou de rage. Il se lance alors dans une quête de vengeance, tourmentant les gens pendant des siècles et tuant d'innombrables soldats, tout en restant dans une mine de charbon abandonnée. Malgré tout ce bain de sang, il désire toujours la paix. Mais même après des siècles d'attente, il ne la trouve pas. Il ne pouvait pas mourir de mort naturelle, alors il a attendu quelqu'un qui pourrait le vaincre afin de se réincarner dans un nouveau corps et enfin trouver la paix. De retour au présent, Polka est surpris de voir que Masaki est déjà morte. Il voulait lui poser des questions et s'inquiète d'être traqué par la police s'il trouve dans son corps. Kuruya a tout vu avec son drone. Il commence à douter de sa santé mentale quand il reçoit un appel de sa patronne, Clarissa, lui demandant pourquoi la mission prend autant de temps. Il lui envoie alors la vidéo de ce qui vient de se passer. Dans un autre flashback, on apprend que les parents de Masaki l'aimaient vraiment, lui permettant de profiter de son enfance. Mais sa vie fut ruinée quand ses parents furent assassinés sous ses yeux par un homme nommé Jinba. À cause de cela, elle s'est entraînée pour devenir une assassine, finissant par trouver l'homme et le faisant souffrir. Masaki révèle qu'elle ne le tue pas par vengeance, mais parce qu'elle aime tuer ses cibles qui se trouvent être de mauvaises personnes. Elle reçoit finalement la mission de tuer Polka et l'accepte, voulant savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un d'innocent. Masaki le frappe avec un pied de biche, réalisant que tuer des innocents est aussi amusant. Mais elle commence à remettre en question son existence, pensant qu'elle serait mieux morte, envisageant même de se suicider. Quand soudain, elle reçoit un appel de Kuruya, l'informant que la cible est toujours en vie. De retour au présent, Masaki se réveille, surprise de voir sa blessure guérie. Polka révèle qu'elle est techniquement morte, mais qu'elle a été ressuscitée par magie. Ils sont soudainement encerclés par un groupe d'hommes, alors que Clarissa apparaît devant eux. Clarissa la serre dans ses bras, vérifiant si elle est vivante, mais réalise qu'elle n'a pas de pouls. Polka explique qu'elle est un peu comme un zombie. 40 minutes plus tôt, Kiryu informe Clarissa de l'emplacement de Polka. Elle le trouve, l'interrogeant sur les sigils qu'elle a vus, tandis que Polka utilise sa magie pour soigner Masaki. Il leur demande qui ils sont, et Clarissa prétend qu'ils sont les amis de Masaki. Polka révèle que le cerveau et l'âme de Masaki sont toujours intacts, mais que quelqu'un doit utiliser la magie de résurrection sur elle. Mais tout le monde est confus, car personne ne peut utiliser la magie dans ce monde. Il veut que tout le monde pense qu'ils hallucinaient, menaçant de les attaquer avec ses armes. Il pointe l'un de leurs armes sur lui, mais il en cloue un au sol avec une énorme main squelettique, disant qu'il n'a aucune idée à quel point les humains sont fragiles sans magie. Ils apprennent soudain qu'un bâtiment voisin est en feu. L'œil magique de Polka le voit, mais il est immédiatement tranché par l'un des compagnons de Clarissa. Clarissa lui dit que le bâtiment est un refuge pour enfants orphelins. Polka se souvient des enfants qui lui étaient chers dans sa vie passée, alors il décide d'aider. Le drone de Kuruya ouvre la voie. Polka utilise sa magie pour se balancer à travers la ville, lui permettant de voyager plus vite. En atteignant le bâtiment, il utilise son œil maléfique, lui permettant de voir la force vitale des enfants piégés. Il utilise un bras squelettique pour le projeter dans le bâtiment, où il voit 4 âmes avec les enfants en difficulté. Ce sont les âmes des parents des orphelins. Il leur demande de l'aide, créant des corps squelettiques pour qu'ils les possèdent. Les squelettes sauvent les enfants, les déposant sur une énorme main squelettique qui les pose au sol. Polka parvient à s'échapper, mais l'événement est publié sur les réseaux sociaux, et tout le monde découvre les squelettes de Polka. Kuruya réfléchit à la personnalité de Polka. Il n'a pas valorisé la vie de Misaki, mais il a sauvé les enfants du bâtiment, ce qui lui fait penser que Polka est différent d'eux. Il dit à Clarissa qu'elle ne devrait pas s'en prendre à Polka, le considérant comme un monstre. Clarissa est d'accord avec lui, lui disant que Masaki est sur le point de se réveiller. De retour au présent, Polka réalise que les enfants souffrent toujours dans ce monde, alors il se demande comment trouver la paix. Clarissa lui demande ce que la paix signifie pour lui disant qu'elle peut l'atteindre en ayant beaucoup d'argent. Elle interroge Polka sur son objectif. Il explique qu'il ne connaît rien de cet endroit, mais qu'il aimerait utiliser sa nécromancie pour gagner de l'argent, voulant du pouvoir et un endroit où appartenir, disant que cela l'aiderait à atteindre la paix. Clarissa veut qu'il rejoigne son équipe. Elle est sûre qu'il n'est pas la même personne qu'il voulait tuer
et elle propose de les aider à s'adapter à ce monde. Les vidéos des squelettes de Polka continuent de circuler en ligne, ce qui impressionne Masaki. Polka utilise ces squelettes pour aider à déménager des meubles dans leur nouvelle maison, et ils passent tout du temps ensemble. Masaki révèle qu'elle est en fait ravie de traîner avec l'homme qui l'a tuée, car elle n'a jamais été tuée auparavant. On apprend que Clarissa possède le bâtiment où il se trouve, il s'appelle le bâtiment de la torture, et il est en fait rempli de fantômes, ambiance garantie. Polka commence à douter d'être dans un autre monde, car les animaux sont similaires à ceux qu'il connaissait. Mais il est heureux que la religion Geldwut n'existe pas ici. Il explique comment il était traqué par cette religion, car il était une abomination connue sous le nom de dieu des cadavres. Polka pense qu'il pourra enfin trouver la paix s'il découvre qui a voulu faire tuer son corps. Clarissa connaît la personne, mais garde le secret, lui permettant d'utiliser le bâtiment en échange. Polka décide d'enquêter seule, sachant que Clarissa n'acceptera plus de contrat sur sa vie. Mais Kuruya révèle que Clarissa n'est pas la seule intermédiaire pour les assassins. Il reconnaît que peu de gens pourraient tuer Polka, mentionnant une personne appelée Lemmings, mais rejette rapidement l'idée. Kuruya se demande si c'était une bonne idée de ramener Misaki à la vie. Polka révèle que le propriétaire du corps lui a dit de lui pardonner, et que son âme est maintenant dans le drone. Polka a le pouvoir de faire habiter les âmes dans des réceptacles. Il admet que les vies humaines sont comme des jouets pour lui, ce qui fait penser à Kiryu qu'il est un problème. Polka pense à gagner de l'argent, leur demandant quels sont les emplois dans ce monde. Masaki suggère de faire des assassinats, disant qu'il devrait être bon, puisqu'il a réussi à la tuer. À ce moment-là, ils ont un visiteur qui veut rencontrer Masaki. Il lui demande de l'aide, car il est ciblé par des tueurs à gages d'un autre gang. Masaki lui dit qu'elle est en plein milieu d'un autre travail, mais Polka l'interrompt, acceptant la demande, ce qui fait que Masaki l'accepte aussi. Ils reçoivent donc des informations selon lesquelles les tueurs à gages se trouvent dans un entrepôt abandonné, révélant qu'ils travaillaient pour Jinba. Masaki fonce vers l'entrepôt, mais elle est immédiatement prise en embuscade. Misaki les repousse, les traitant de mousse, mais elle est soudainement abattue par derrière par l'homme qui lui avait demandé de l'aide. L'homme révèle qu'ils sont là pour venger Jinba, ordonnant à ses hommes de la tuer alors qu'il tourne le dos. Il voit Polka, qui attire l'attention de tous, tandis que Masaki s'accroche à la jambe d'un voyou. Polka les informe que Masaki est un zombie, donc elle ne peut pas être tuée si facilement. Masaki se remet sur pied et envoie un voyou voler, tandis que Kuruya appelle Polka, lui demandant s'il savait que c'était un piège. Polka dit que non, mais il a accepté la demande parce que des âmes d'enfants hantaient l'homme. Il invoque ses bras squelettiques géants, écrasant tous les hommes en un rocher et permettant aux esprits des enfants de reposer en paix. Après ça, Masaki est heureuse de voir que les impacts de balles sur son corps ont déjà guéri. Kuruya se demande pourquoi Polka a écouté les âmes des enfants, alors qu'il considère les vies humaines comme des jouets. Mais Polka révèle qu'il prend toujours bien soin des vies humaines parce qu'elles peuvent faire sourire les enfants. Cela fait réaliser à Kuruya qu'ils sont différents de Polka, se considérant comme de la racaille à cause de la façon dont ils traitent leurs cibles. Les autres membres du gang de Genba veulent se venger, ouvrant leur armurerie, mais Lemmings les attaque, anéantissant tout le monde dans leur gang. Polka lit un livre sur les vampires, affirmant qu'ils sont réels dans son monde, et il dit à Masaki qu'il pourrait la transformer en nain s'il a assez de mana, ce qui la rend excitée. Pendant ce temps, Clarissa reçoit un appel du client qui a commandité le contrat sur Polka, mais elle décide de mettre fin à leur accord. On voit un homme nommé Kozaburo s'excuser de ne pas pouvoir payer sa bière à 60 000 yens, tandis qu'un homme ivre, Tsubaki, cherche Clarissa, mentionnant que les bars arnaquent les clients. Une sacrée ambiance, n'est-ce pas? De retour dans leur chambre, Polka explique que le corps de Masaki peut s'auto-réparer et résister à la décomposition, en plus d'être légèrement plus fort qu'avant. Il lui conseille de manger de la viande crue si elle est gravement blessée, et révèle que sa salive peut désormais provoquer la paralysie. Elle l'essaie sur lui, le mordant, ce qui le fait tomber au sol. Masaki demande à Kuruya s'il veut aussi essayer, mais il refuse, la traitant de monstre. Le mot monstre rappelle à Polka le héros qu'il a vaincu, se demandant s'il y a des gens comme lui dans ce monde. La police enquête sur la zone où Polka a écrasé les voyous. Lemmings fait son apparition, brisant le rocher qui contenait les voyous avant de disparaître. La police entend le bruit, se précipite sur les lieux et trouve les corps des voyous. Pendant ce temps, on voit Kusaburo finir de tabasser les hommes qui l'arnaquaient. Il reçoit un appel, tout comme Tsubaki au bar, qui part immédiatement après avoir reçu l'appel. Polka réalise que ce monde n'est pas si différent du sien.
Alors il commence à penser que les deux mondes pourraient être liés. Kuruya mentionne les voyous qu'il a tués, mais Polka révèle qu'ils sont en fait toujours vivants, mais qu'ils sont peut-être devenus fous en étant piégés dans le rocher. Kozaburo et Tsubaki se rendent sur les lieux et voient les corps des voyous qui ressemblent à des nœuds humains. Ils commencent leur enquête, révélant qu'ils sont détectives d'une force de police spéciale. Au poste de police, on apprend que Tsubaki et Kozaburo ont beaucoup d'expérience dans les affaires paranormales. Tsubaki révèle qu'il y a 3 suspects toujours en fuite: la faucheuse, l'insecte cracheur de feu et Lemmings. Tsubaki révèle qu'ils ont trouvé une empreinte de Lemmings sur les lieux de l'incident. Ils enquêtent aussi sur l'affaire des squelettes qui ont sauvé les orphelins, pensant que c'est lié à l'insecte cracheur de feu, qui a probablement déclenché l'incendie. Ils envisagent la possibilité que les 2 incidents soient liés. Mais malgré la nature étrange des événements, Tsubaki leur dit de ne pas paniquer, leur rappelant que les criminels qu'ils ont attrapés se sont avérés être de simples humains. Rien de bien fou, quoi. Pendant ce temps, Polka met l'âme du propriétaire original de son corps dans une peluche afin que Kuruya puisse réutiliser son drone. Il s'excuse auprès du Polka original d'avoir usurpé son identité, promettant de se racheter. Masaki voit la peluche, la trouve mignonne et la serre dans ses bras, ce qui la fait rougir. Kuruya se demande ce qu'elle essaie de dire. Polka répond qu'il pourrait créer des cordes vocales humaines pour l'aider à parler, mais il n'a pas assez de mana. Il révèle qu'en tant que nécromancien, il peut obtenir plus de mana en exorcisme les fantômes, expliquant que les âmes de leurs bâtiments sont une excellente source de mana. Mais Kuruga dit qu'il n'y a pas beaucoup d'autres bâtiments similaires. Cependant, Polka dit que ce n'est pas grave, car les pierres précieuses de ce monde sont une source de mana encore plus grande. Ils vont dans une bijouterie, où Polka est surpris de voir que les pierres sont incroyablement chères, disant que celles de son monde sont super bon marché en comparaison. Il prévoit d'économiser pour acheter toutes les pierres précieuses du magasin, mais le bijoutier lui dit que cela lui coûterait près de 4 milliards de yens pour tout acheter. Après leur départ, Masaki lui demande pourquoi il n'a pas simplement drainé le mana des pierres. Polka révèle que cela les ferait s'effriter, ce qui serait injuste pour le commerçant. Il rencontre soudain Kozaburo, qui fonce immédiatement devant eux, essayant d'attraper le drone. Pendant ce temps, Tsubaki rencontre enfin Clarissa au bar, lui parlant des nœuds humains et de l'incendie du bâtiment, voulant savoir si son groupe est impliqué dans ces affaires. Kozaburo s'excuse de les avoir effrayés, sachant que Kiruya contrôle le drone. Il essaie de parler à Kiruya, mais Polka l'interrompt, lui disant que Kiruya est son ami. Un vrai pote, quoi. Mais Kozaburo traite Kuruya de racaille, disant à Polka qu'il devrait couper les ponts avec lui. Polka se souvient de ses amis tués dans sa vie passée, alors il utilise ses pouvoirs, lui permettant de prendre le drone à Kozaburo, qui devient curieux d'en savoir plus sur lui. Kiruya les avertit que Kozaburo est extrêmement dangereux, l'ayant vu détruire un gang à lui seul. Il prévient Polka de ne pas utiliser ses pouvoirs, affirmant qu'il ne pourra pas vivre une vie paisible s'il le fait. Kozaburo commence à interroger Polka, ce qui inquiète Kuruya, car il sait que si Polka révèle son lien avec Clarissa, cela déclenchera une enquête. Alors Kuruya appelle Kozaburo, lui disant que Polka et Masaki ne sont que ses potes de jeux vidéo. Il encercle Kozaburo avec des drones, le prévenant que la vidéo de lui harcelant des enfants innocents deviendra virale sur internet. Mais Kozaburo est imperturbable, traitant Kuruya de prétentieux, et révèle que Kuruya a vendu ses anciens potes pour sauver sa peau. Masaki apparaît soudainement derrière Kozaburo, le met à terre, affirmant qu'elle se défendait juste contre un pervers. Elle s'enfuit avec Polka, tandis que Kozaburo tente de les poursuivre, mais il ne les trouve pas, car ils utilisent le bras squelettique de Polka pour s'échapper. Kuruya dit à Polka que Kozaburo disait la vérité, admettant qu'il révélera leur secret juste pour sauver sa propre vie. Mais Polka lui répond que sa vie a plus de valeur que ses secrets. Au commissariat, Kozaburo demande à une agente d'examiner les empreintes de pas de Masaki sur son corps. Elle les reconnaît aussitôt, les associant à celles trouvées sur la scène de l'affaire du nœud humain, ce qui excite Kozaburo, qui trouve l'enquête vraiment fascinante. Un officier chevronné révèle avoir déjà croisé des lemmings par le passé, affirmant avoir neutralisé un groupe d'hommes sous une pluie de balles. L'autre agent doute qu'il puisse le vaincre, mais il sait que la division spéciale est leur seul espoir. Pendant ce temps, Lemmings, invisible depuis le début, est dans le commissariat et examine la photo de l'empreinte de Masaki. Tsubaki, lui, est ivre au bar, racontant ses affaires de paranormal, et évoque même les squelettes de l'incendie. Clarissa sait qu'il fait ça pour les provoquer, mais ils ne peuvent pas le laisser creuser davantage.
Les filles du bar pensent à prévenir Polka, mais il arrive justement à cet instant précis. Tsubaki les remarque et reçoit un message décrivant la personne impliquée dans l'affaire du nœud humain, qui semble correspondre à Masaki. Il leur demande donc de passer du temps avec lui. Pendant ce temps, Kuria voit Kozaburo se diriger vers le bar, où le groupe semble bien s'amuser. Kuria les avertit de partir, mais il est trop tard, Kozaburo est déjà là avec ses hommes. Il rejoint le groupe, Tsubaki expliquant qu'ils veulent juste leur poser quelques questions, mais la pièce s'obscurcit soudainement et le duo se cache immédiatement des détectives. Clarissa jure que ce n'est pas un de ses tours, tandis que Polka utilise sa vision nocturne pour voir dans le noir. Mais il est terrifié en apercevant Lemmings au plafond. Alors que Clarissa allume une bougie, Lemmings fait son entrée, l'air prêt à en découdre. Clarissa sait qu'il n'est pas là pour tuer, mais Kozaburo songe à le tabasser, vu qu'il est recherché. Polka utilise son œil maléfique, voyant d'innombrables fantômes autour de Lemmings, et il réalise qu'il les a tous tués. Lemmings attaque les officiers, les projetant comme des poupées de chiffon. Kozaburo tente de riposter, mais ses coups sont inefficaces contre Lemmings, qui ne le prend même pas au sérieux. Lemmings fonce sur Masaki, l'emportant. Polka songe à utiliser ses pouvoirs pour la récupérer, mais il craint trop que les officiers ne voient sa magie. Kozaburo continue de poursuivre Lemmings, mais il n'est clairement pas de taille. Polka réalise que Lemmings est un humain qui a dépassé ses limites, tout comme Sugurua. Il sait qu'il ne peut pas l'arrêter, mais il utilise quand même sa magie pour l'attaquer. Tsubaki voit les sigils, se demandant ce que c'est, mais Clarissa couvre la bougie pour obscurcir la pièce. Polka agrippe Masaki avec ses bras squelettiques, leur disant de s'échapper, tandis que Tsubaki utilise la lampe torche de son téléphone, ce qui lui permet de voir le bras. Lemmings charge Polka, qui tente de le neutraliser avec sa magie, mais il ne parvient pas à le toucher. Lemmings pouvant apparemment aussi voir dans le noir. Lemmings parvient à briser le bras squelettique qui retient Masaki, et elle panique alors qu'il s'approche. Cependant, il lui murmure quelque chose, et ils commencent à discuter tranquillement. Masaki tente de le paralyser avec sa morsure, mais elle ne peut pas percer ses bandages. Elle lui plante soudainement la fourchette, imprégnée de sa salive dans la jambe, le désorientant. Polka utilise alors les âmes qui hantent Lemmings pour lancer un sort, invoquant un squelette géant pour l'attaquer, forçant Lemmings à fuir. Après cela, Lemmings fait son rapport à son patron, Takeru, lui disant que Jinba était déjà mort et que Polka est toujours en vie. Kuruya est surpris d'apprendre qu'ils ont survécu après avoir rencontré Lemmings, qui a reçu ce nom pour sa capacité à se faufiler partout comme un rat. Polka remercie Masaki de l'avoir aidé, et Masaki dit que ce n'est rien car il fait la même chose pour elle. Il se souvient des paroles de son maître. Il doit aider les gens s'il le souhaite, sachant qu'il vivra longtemps en tant que nécromancien. Il devrait donc faire ce qu'il veut, sans se soucier de la durée des choses. Polka dit à ses amis qu'il veut en apprendre plus sur eux et qu'il souhaite profiter de la paix à leur côté. Il décide de lancer une entreprise où il utilisera sa magie pour gagner de l'argent, démontrant qu'il peut faire posséder un stylo à une âme pour écrire ses idées sur papier. Il leur montre l'enseigne de son entreprise et Kuruya n'aime pas l'idée. Mais l'âme a d'autres projets. Polka commence à agir comme un diseur de bonne aventure, impressionnant les gens avec ses capacités, se laissant guider par l'âme, ce qui leur permet de faire fortune. On découvre que l'âme sait réellement lire l'avenir, leur expliquant même comment faire. Kuruya fait ses recherches, transmettant les informations à Polka, qui utilise son œil maléfique pour recueillir encore plus de détails auprès des esprits du client. Ils se partagent les bénéfices, en donnant même une part au vrai Polka, mais celui-ci n'en veut pas, car il n'a pas travaillé pour ça. Kuruya révèle que Polka vient d'une famille riche, alors qu'un groupe d'hommes entre dans leur pièce. Les jumelles, Kazuki et Shizuki, les saluent, appelant Polka leur oncle. Polka songe à les berner, alors il se couvre la tête, leur disant qu'il est le dieu des cadavres, mais elle ne le croit pas, le prenant pour un drôle de type. Kazuki pense que Polka a fui la maison à cause des gens qui l'entourent. Elle s'assied avec eux, voulant essayer leur voyance, mais ils lui disent de partir et de visiter leur boutique quand elle ouvrira. Kazuki refuse de partir, les traitant de ploucs, et elle commence à se disputer avec Kuruya. Mais ses gardes du corps l'arrêtent car ils savent que Kuruya enregistre la conversation. Kuruya continue de la provoquer, mais Polka lui dit d'arrêter car il remarque que Kazuki est sur le point de pleurer. Il serre les jumelles dans ses bras, leur disant qu'elles ont toutes les deux un avenir et promet de les protéger. Polka parle à l'esprit difforme derrière les jumelles, lui disant de ne pas s'inquiéter,
Tandis qu'il continue de supplier quelqu'un d'aider les enfants, alors qu'ils partent, Polka note que l'esprit n'est pas maléfique, mais qu'il est à moitié fou. Kuruya lui dit qu'il a un faible pour les enfants, et Polka révèle qu'il lui rappelle ceux de sa vie passée. Kuruya leur donne des informations sur le groupe Shinoyama, où Polka est le deuxième fils du patriarche Rosen, et pourrait réclamer une part de son héritage s'il venait à décéder. Kuruya suppose que c'est la raison pour laquelle quelqu'un a commandité un contrat sur lui, pensant qu'un parent doit vouloir sa mort, donc rentrer chez lui pourrait être dangereux. Polka leur parle de ses gardes du corps de sa vie passée, et il essaie de déguiser un squelette en garde, mais ça ne ressemble pas du tout à un humain, alors il se tourne vers Masaki, pensant qu'elle ferait l'affaire. Sur le chemin du retour, les jumelles rencontrent Takeru, qui les interroge sur Polka. Il apprend que Polka rentre à la maison et se réjouit de le revoir. Il avertit les jumelles de faire attention, disant que ce serait dommage qu'il y ait un autre accident, comme celui de leur sœur, révélant qu'elle est l'esprit qui les suit. Polka et Masaki visitent la maison Shinoyama, et Polka est stupéfait par sa taille. Ils sont accueillis par les jumelles, ainsi que par Takeru, qui s'enquiert de sa compagne. À sa surprise, Masaki se présente poliment. Il se dirige vers la salle à manger, et Masaki invente une histoire où Polka lui a sauvé la vie, alors qu'elle allait sauter d'un immeuble. Il s'avère qu'elle vient en fait d'une famille aisée, qui a autrefois aidé Takeru quand il était plus jeune. On en apprend plus sur la famille Shinoyama. Polka est le fils de la seconde épouse de Rosen, tandis que Kuruya le met en garde contre Takeru, qui est en fait son neveu. Kuruya mentionne qu'il a 26 ans, mais qu'il est aussi le président du groupe de sécurité Shinoyama, réputé pour ses activités louches. Masaki est soudainement étreinte par Kiri, la femme de Takeru, qui trouve son histoire touchante, lui offrant son aide en cas de problème, et l'accueillant comme une amie. Polka est impressionné par le jeu de Masaki, et veut faire de son mieux, mais Shizuki l'interroge soudain sur le requin sur son épaule, après l'avoir vu bouger. Polka se demande où est le reste de sa famille, et Kazuki lui dit qu'ils sont tous au travail, donc ils sont les seuls à la maison. Mais Rosen entre soudainement, leur rappelant qu'il est aussi là, et Kiri dit qu'il ne devrait pas se promener vu son état de santé. Polka s'excuse d'avoir fui la maison, mais il est juste content qu'il soit de retour. Il dit avoir entendu l'histoire de Masaki et veut en savoir plus, alors il demande à Polka de le suivre. Ils se rendent dans une pièce privée, et Polka lui raconte ce qu'il a fait depuis son départ. Polka pense qu'il réussit bien à tromper son père, mais Rosen lui demande soudainement qui il est. Polka est confus, et Rosen dit que même s'il ressemble à son fils, il est sûr que c'est une personne différente. Polka dit qu'il est ridicule, mais Rosen sort soudain une épée, affirmant qu'un père reconnaît toujours son propre fils. Il demande si le vrai Polka est toujours en vie, mais soudain Polka sent que les jumelles sont en danger, mentionnant sa promesse de les protéger, et Rosen le laisse partir. Alors que Polka s'enfuit, une mystérieuse jeune fille dans la pièce dit à Rosen qu'il aurait dû tuer l'imposteur tant qu'il en avait l'occasion, mais il répond qu'il n'a pas pu. Il y a soudain une explosion au loin, et un flashback montre les jumelles, Kazuki disant à sa sœur qu'elle a perdu son sac dans la forêt. Leur sœur Suzuka sort et trouve le sac, mais elle tombe sur leur cousin, complotant le meurtre des jumelles. Suzuka se précipite pour les avertir, mais finit brûlée vive, devenant l'esprit qui les suit, suppliant quelqu'un de les sauver. De retour au présent, les jumelles entendent l'explosion, on leur dit qu'il y a un incendie, et l'homme leur ordonne d'évacuer. Alors que les jumelles suivent l'homme, Suzuka les supplie de ne pas y aller. Pendant ce temps, nous voyons Tsubaki et Kozaburo rendre visite à un homme nommé Tenya, un fauteur de troubles également connu sous le nom de Solitaire Fantôme, pour voir s'il a des informations sur l'incident de l'incendie. Tenya est surpris de voir les squelettes, et Tsubaki mentionne qu'ils ont lié l'affaire à l'insecte cracheur de feu, évoquant sa signature. Tsubaki théorise que l'insecte cracheur de feu doit infiltrer ses cibles déguisées, prenant son temps pour se préparer et frapper quand personne ne regarde, comme un insecte rongeant une maison. Les enfants sont conduits vers un tunnel d'évasion, mais Kazuki réalise que quelque chose ne va pas. L'homme révèle ses vraies intentions, tandis que Suzuka essaie de l'arrêter, mais ne peut rien faire. Alors que l'homme s'approche des jumelles, Masaki apparaît soudainement, le repoussant d'un coup de pied, et disant à Suzuka qu'elle est là pour sauver les enfants, même si elle ne peut pas la voir. L'homme se relève, retirant son déguisement, mentionnant qu'il avait hâte de se régaler des enfants. Masaki dit aux jumelles de courir, alors elles s'échappent rapidement.
L'homme se présente comme Zaku, le tueur de tueurs, et il semble connaître l'identité de Masaki. Il met soudainement le feu à toute la pièce, mais Masaki fonce droit sur lui, le faisant se demander si elle est même humaine. Masaki trouve étrange qu'ils ne poursuivent pas les enfants, mais l'homme révèle qu'ils n'ont nulle part où fuir. Les jumelles se demandent si elles sont punies pour ce qui est arrivé à Suzuka, et elles jurent de s'excuser auprès d'elle si elles la revoient. Le plafond s'effondre au-dessus d'eux, mais Polka parvient à arriver juste à temps, utilisant ses bras squelettiques pour retenir les débris. Il leur assure qu'ils ont un bel avenir et que Suzuka ne leur en veut pas. Ils parviennent à sortir et Takara songe à nettoyer le désordre. On voit le cousin derrière l'attaque, pensant que l'insecte cracheur de feu a dû éliminer les jumelles, mais il est soudainement encerclé alors qu'une moto approche et l'homme est maîtrisé. De retour au manoir, Zaku est surpris que les jumelles aient survécu. Il décide de battre en retraite, mais Polka le rattrape. Il est déguisé en femme de chambre, mais Polka peut voir son âme et note qu'il est hanté par les serviteurs dont il a volé les visages. Masaki apparaît soudainement, le projetant contre un mur d'un coup de pied, et elle est contente d'être un zombie, ce qui l'a aidé à survivre à l'incendie. Zaku leur dit de ne pas se montrer trop arrogant, utilisant ses gants pour allumer un autre feu. Il affirme qu'en tant qu'insecte, il persistera quoi qu'il arrive. Polka se demande s'il a assez de mana pour percer, mais il sent soudain une autre présence, et Lemmings apparaît brusquement, neutralisant l'homme. Mais il leur fait signe de se taire, et il disparaît à nouveau, les laissant perplexes. Zaku finit par être arrêté par la police, et il réfléchit à la façon de s'échapper. Mais la signature de l'insecte cracheur de feu apparaît soudainement sur le toit, et nous apprenons qu'il est un imposteur. Il s'enflamme soudainement, provoquant une explosion, et nous voyons une mystérieuse jeune fille qui observe de loin. Rosen demande à Polka de tout expliquer, mais Polka sent qu'ils sont écoutés, disant qu'ils devraient avoir un peu d'intimité. Rosen ordonne à ses serviteurs de partir, et Polka lui dit la vérité, révélant qu'il vient d'un autre monde, montrant même son œil magique pour ajouter de la crédibilité à son histoire. Rosen pointe son épée sur Masaki, car c'est elle qui a tué son fils, mais le vrai Polka intervient, essayant de dire à son père d'arrêter. Rosen réalise que son fils est dans le jouet requin, et il se met à rire, voyant à quel point son fils aime être dans le jouet, alors il range son épée. Rosen suggère de transférer l'âme du dieu des cadavres dans un corps artificiel, mais le vrai Polka veut être celui qui aura le corps robotique, disant qu'il veut les avantages qui vont avec. Rosen pense que puisque Polka est toujours une cible, il est en fait plus sûr d'avoir le dieu des cadavres dans son corps, et comme ils ont aidé à sauver ses petits-enfants, il les laisse tranquilles. Plus tard, Masaki attrape le vrai Polka, lui présentant ses excuses, et il semble les accepter. À ce moment, les jumelles se précipitent, remerciant Polka et Masaki de les avoir sauvés. Masaki est touchée d'entendre cela, mais Polka leur dit de ne pas le remercier, et qu'elle devrait plutôt remercier leur esprit gardien. Alors qu'ils s'éloignent, Masaki se demande s'il fera un contrat avec Suzuka, qui était maintenant en paix, mais Polka lui dit que ce n'est pas encore le moment. Pendant ce temps, au centre de détention, Kozaburo et Tsubaki apprennent que le véritable insecte cracheur de feu a tué son imitateur. Mais Tenya pense que ce n'est rien car il est plus intéressé par l'affaire des squelettes. Il veut que les détectives lui montrent une vidéo du squelette, mais Tsubaki lui dit qu'il doit échanger des informations pour cela. Tenya répond qu'il devra juste le voir par lui-même alors que les lumières s'éteignent. Kozaburo allume une lampe de poche, mais ils sont surpris de voir que Tenya a disparu. Les détectives tiennent une réunion d'urgence, informant tout le monde de l'évasion du solitaire fantôme. Nous apprenons que Tenya est responsable de nombreux crimes, mais il est devenu célèbre après avoir kidnappé le Premier ministre, laissant tomber un tissu noir sur lui et le faisant disparaître sans laisser de traces. Lorsque le Premier ministre a été libéré, il n'avait aucun souvenir de l'enlèvement, disant qu'il s'était juste retrouvé dans un café manga. Tenya a fini par se rendre, disant qu'il était dérangé par l'indifférence du public, car il voulait l'attention des vrais magiciens. Tenya voulait que l'un d'eux le contacte, pour avoir la preuve que la vraie magie existe, mais il n'a rien entendu d'eux. La police est déconcertée par sa déclaration, pensant qu'il est devenu fou, et ils l'ont tabassé avant de le placer en garde à vue. À ce jour, Tsubaki ne sait toujours pas si Tenya disait la vérité, notant que sa technique surhumaine n'était même pas le pire chez lui. Pendant ce temps, Polka achète une radio, voulant l'utiliser pour recueillir des informations. Ils l'allument, et ils sont surpris d'entendre des nouvelles de la mort de Zaku, et ils entendent aussi des nouvelles de l'évasion de Tenya. La police est également surprise d'apprendre l'évasion du solitaire fantôme, car Tsubaki avait imposé des restrictions médiatiques. Kuria reconnaît le solitaire fantôme, disant qu'il est une légende urbaine comme Lemmings,
Mais contrairement à Lemmings, il a été exposé dans les médias. La police est surprise de ne pas pouvoir changer de chaîne, et le reporter retire ses lunettes, révélant qu'il est Ténia. Alors qu'il annonce son retour au public, disant à tous que sa performance reprendra la semaine suivante. Il met fin à l'émission, et Tsubaki pense qu'il a acheté du temps d'antenne à un prisonnier connu sous le nom de l'épicier, qui fait des affaires même derrière les barreaux. Ténia s'approche d'un homme qu'il reconnaît comme l'insecte cracheur de feu. L'homme ne lui parle pas, et Ténia reçoit soudain un appel. Il réalise que c'est de l'homme, mais il est confus de savoir pourquoi il ne parle pas en personne. L'homme se demande comment il a été découvert, et essaie soudainement d'attaquer Ténia. L'homme brûle la zone autour d'eux, et Ténia est impressionné par sa capacité. Ténia utilise ses chariots pour se défendre, les dispersant dans la zone, alors qu'il s'enfuit joyeusement, disant qu'il aime le gaspillage. Ténia s'accroche à des ballons pour échapper aux flammes, mais les ballons commencent à éclater, alors il tombe au sol et semble être consumé par le feu. Mais Ténia est toujours en vie, et il se met à courir, utilisant un bouclier de cartes pour bloquer les flammes et disparaître. Il réapparaît sur le parapluie de l'homme, révélant qu'il est tombé dans son illusion, et il peut dire qu'il y a aussi un truc derrière le feu de l'homme, déçu de ne pas pouvoir utiliser de vraie magie. Ténia lui dit que quelque chose d'étranger est entré dans leur monde et suggère que l'homme le verra comme un insecte qu'il voudra éliminer. Pendant ce temps, la nièce de Polka, Sal, leur rend visite, accompagnée de son assistant Xiaoyu, et elle leur dit qu'elle restera avec eux. Polka se demande ce qu'elle fait là, et elle révèle que ces requins ont brûlé, les laissant perplexes, alors que Masaki commence à lui parler de requins. Alors Xiaoyu explique comment sa chambre a été perdue dans l'incendie, ainsi que tous ses jouets requins. Il leur montre un message de Rosen, qui demande à Polka de les laisser rester chez eux, disant qu'il serait pratique d'avoir 2 de ces gens dans le bâtiment. Polka sent que plus de gens surveillent leur immeuble, pensant que Rosen a décidé d'envoyer sa sécurité, mais il envisage la possibilité que Salaire puisse être derrière la tentative sur la vie de Polka. Le lendemain, Polka trouve Seo dans son sac de couchage requin, disant qu'elle n'a aucune énergie pour la journée. Masaki pense à nettoyer une pièce vide pour leur nouveau colocataire et à leur acheter un matelas, mais ils affirment qu'ils n'en ont pas besoin, car Seo est contente de son sac de couchage, et Xiaoyu dit qu'il peut dormir debout. Xiaoyu déclare qu'il s'occupera de Seo, lui préparant un repas, alors qu'il révèle que la résidence Shinoyama grouille de policiers. Nous voyons Tsubaki et Kozaburo interroger Takeru au sujet de l'incendie. Tsubaki suggère que cela pourrait être l'œuvre de l'insecte cracheur de feu, et Takeru révèle que l'insecte cracheur de feu a toujours été une épine dans leurs pieds, causant des problèmes à leur groupe. Alors il se demande quand la police le capturera. Il rappelle à Tsubaki l'évasion de Ténia, et il leur dit qu'il devrait chercher Ténia au lieu de discuter avec lui. Les détectives s'éloignent, Kozaburo déclarant que Takeru semble être le genre de personne qui utilise la violence pour résoudre les problèmes. Tsubaki dit qu'il pourrait devoir en découdre avec les Shinoyama, montrant une photo de Polka avec la famille. Ils savent que Polka est le fils cadet de Rosen, et ils pensent que Polka ou Takeru pourraient être au centre des affaires qu'ils ont eues le mois dernier. Seo et Xiaoyu sont conduits dans une autre pièce, et y sont laissés pour la nuit. Pendant que Seo dort, Xiaoyu se lève, écoutant Polka et Kiryu discuter de leur sort. Il ne comprend pas pourquoi Rosen fait confiance à Polka, mais il est bien décidé à le démasquer, persuadé qu'il manigance quelque chose. On apprend que Rosen lui a ordonné d'aller au bâtiment, lui révélant que Polka est un imposteur, mais pas un ennemi. Il a donc confié à Xiaoyu la mission de protéger Saiho et le faux Polka, mais Xiaoyu est plutôt réticent. Xiaoyu envisage de tuer les 2 Polka, pensant qu'il ferait un meilleur fils pour Rosen. Dans un flashback, on le voit sur un lit d'hôpital, ses membres amputés. Son père songe à le transformer en Tingyu, un enfant vivant dont le corps sert à cultiver du poison. Xiaoyu commence à perdre la tête en entendant cela, mais Rosen arrive, disant à son père de ne pas être si barbare. Son père explique que les membres de leur clan ne sont que des outils, alors Rosen propose d'acheter Xiaoyu avec la dernière technologie de son groupe. Rosen songe à lui offrir des prothèses et sourit en l'accueillant. De retour au présent, Xiaoyu continue d'écouter aux portes, tandis que Clarissa révèle que les Shinoyama ont aussi des liens dans le milieu criminel. Elle pense qu'ils ont juste été engagés pour tuer Polka, car les assassins de la famille ne peuvent pas s'impliquer directement. Clarissa sait que la famille de Xiaoyu, les Lei, sont les assassins des Shinoyama, réputés pour leur méthode très spéciale. Xiaoyu entend Polka parler d'un dragon de son monde, qui prend la forme d'une femme magnifique pour séduire la royauté. Mais elle est tombée amoureuse d'un général, et ils se sont enfuis quand l'Empire est tombé. Ils continuent à parler de dragons, et Xiaoyu est perplexe, pensant qu'il ne raconte que des histoires à dormir debout,
Lors d'une réunion, Tsubaki informe la police sur Polka, disant qu'il est avec la fille qui a laissé des empreintes dans l'affaire du nœud humain. Kozaburo mentionne ses liens avec Clarissa et Kiruya, puis Tsubaki parle à tout le monde de l'entreprise de voyance de Polka. Plus tard, alors que Polka se prépare pour sa séance, les détectives arrivent soudainement, et Tsubaki lui demande de lui lire l'avenir. Tsubaki prétend qu'il utilisera la prédiction pour prévenir de futurs meurtres, mais Polka dit qu'il ne voit pas l'avenir, qu'il ne fait que tracer des chemins. Alors que Polka commence la lecture, il parle à Tsubaki de son passé, et Tsubaki soupçonne qu'on lui souffle les informations, pensant qu'il a une oreillette sous sa capuche, mais on apprend que son œil magique ne fait que regarder l'écran de Kuruya, qui cherche des informations. Il mentionne la blessure du passé de Tsubaki, qui le ronge, et Tsubaki demande comment il peut la guérir. Il est surpris quand l'esprit dans le stylo commence à bouger et écrit quelque chose sur le papier. Tsubaki est choqué en le voyant, il attrape Polka, lui demandant ce qu'il sait. Dans un flashback, on voit Tsubaki parler à une personne mystérieuse qui lui demande de mémoriser un symbole sur un morceau de papier. Il dit à Tsubaki de ne pas l'oublier, puis le brûle, lui disant de ne montrer le symbole à personne d'autre, car c'est le repère qu'ils doivent suivre, un aller simple pour la mort. De retour au présent, il demande à Polka pourquoi il a dessiné ce symbole. Mais Polka lui répond qu'il ne fait que lui montrer le chemin, il laisse Polka partir, le paye plus que prévu, lui fait ses adieux et s'éloigne. Xiaoyu se demande ce qui était écrit sur le papier, alors il songe à percer les secrets du faux Polka, il demande la permission de partir, disant qu'il va acheter le dîner, et Sayo le laisse s'en aller. Pendant ce temps, Tsubaki dîne avec Kozaburo, qui lui demande pourquoi il s'est énervé pendant la lecture, voulant savoir ce qui était écrit sur le papier. Mais Tsubaki lui dit qu'il le lui révélera plus tard. Xiaoyu les voit quitter le restaurant et songe à les suivre encore un peu. On voit un bâtiment en feu, un homme ouvre un coffre-fort, en sort un parchemin, mais en se retournant, il voit l'insecte cracheur de feu s'approcher de lui en chantant une berceuse. L'homme est neutralisé et l'insecte cracheur de feu s'en va, tandis que tout brûle, sa signature apparaît sur le mur. Mais Tenya surgit soudainement, prenant le parchemin du corps de l'homme. C'est le même symbole que celui de la lecture, et Tenya a une idée pour le thème de sa performance de retour. De retour dans leur bâtiment, Kuruya se demande pourquoi Tsubaki s'est énervé, et Polka révèle que c'était à cause de l'esprit dans le stylo, disant qu'il n'a aucune idée de ce qui était écrit sur le papier. Tsubaki va voir Clarissa, lui demandant des nouvelles de leur ami commun, mais elle n'a aucune idée de quoi il parle. Tsubaki dit que c'était un inspecteur nommé Ozaragi, qui se révèle être l'esprit dans le stylo. Clarissa se souvient de lui, et Tsubaki suggère qu'Ozaragi a peut-être recruté Polka, pensant qu'elle aurait pu être impliquée d'une manière ou d'une autre, mais Clarissa dit qu'elle n'en sait rien, et qu'elle laisse juste Polka rester dans son bâtiment pour établir des liens avec sa famille. Tsubaki pense qu'Ozaragi est toujours en vie, alors il veut assainir les forces de police pour qu'Ozaragi revienne. Xiaoyu surprend la conversation et songe à enquêter sur le personnel du bar. Kuruya est surpris d'apprendre qu'Ozaragi était un inspecteur qui enquêtait sur la corruption policière. Polka lui demande ce qu'il a écrit sur le papier, mais Ozaragi exige un paiement d'1 million de yens qu'ils n'ont pas. Ozaragi révèle que l'affaire implique l'un de ses regrets, donc Polka n'a pas d'autre choix que de l'aider, car cela fait partie de leur pacte. Au centre de détention, Tenya va voir l'épicier, voulant acheter des informations sur le symbole. On apprend que l'épicier vient d'une famille de marchands avec un siècle d'histoire, et qu'il est la 5e génération à diriger l'entreprise familiale. Il a une cellule de prison plutôt originale, car il a gagné du pouvoir en traitant avec l'État, et avec lui, tout est négociable, absolument tout. L'épicier lui donne un échantillon gratuit, disant que les symboles ont des significations. Il révèle qu'une ligne diagonale est une épée, et que l'ancien ordre des chevaliers en Europe utilisait un insigne similaire. Mais il refuse de continuer, disant que Tenya doit payer pour en savoir plus. Le jour de la performance de Tenya arrive, et tout le monde remarque des dirigeables à l'extérieur. Ils affichent tous le symbole, ce qui surprend Polka, car il représente l'emblème de l'empire déchu de son monde. Tsubaki dit à Kozaburo que c'est le même symbole que Polka lui a montré, alors Kozaburo pense que le solitaire fantôme est lié à l'affaire Ozaragi, et Tsubaki envisage la possibilité d'être ciblé par Tenya. À ce moment-là, un officier informe Tsubaki que le QG de la police le demande. Tenya écoute les nouvelles du haut d'un dirigeable, mais le journaliste déclare que les dirigeables doivent être l'œuvre d'artistes étrangers, ce qui le déçoit un peu, avouons-le. Pendant son séjour au centre de détention, on apprend que l'épicier lui a facturé 3 milliards de yens pour l'information, expliquant que Tenya pourrait gagner 6 milliards de yens au cours de sa vie
s'il voulait vraiment faire de l'argent. Cette information façonnera son destin, mais pourrait le détruire si mal géré, donc 3 milliards, c'est un prix raisonnable. Cependant, Tenya décide de trouver la réponse par lui-même, payant l'épicier pour l'aider à faire voler plusieurs dirigeables. Il lit un manga au sommet d'un dirigeable, mais il est soudainement touché par un sniper, qui est d'ailleurs surprise d'avoir réellement réussi son coup. Cependant, son observateur dit qu'elle a raté, car on révèle que le corps n'était qu'un mannequin. Tenya passe à l'antenne, rapportant l'incident à tout le monde, et il accuse la police d'avoir tenté de l'assassiner. Il dit à tout le monde que quelqu'un a voulu le tuer à cause du symbole. Alors il pense qu'il y a une conspiration ou une société secrète impliquée. Tenya offre une récompense de 300 millions à toute personne qui lui parlera du symbole, disant qu'il donnera bientôt ses coordonnées, puis il met fin à la diffusion. Polka constate que la situation est désormais un vrai bazar, alors qu'il se demande quoi faire ensuite. Mais Seo leur demande ce qui se passe, car elle a entendu parler d'empire et de réincarnation. Alors Polka lui explique son histoire, disant qu'il rendra bientôt le corps au Polka original. Kuruya pense que Seo ne croirait pas cette histoire, mais elle dit qu'elle le croit, car elle a remarqué qu'il ne ressemble en rien au Polka qu'elle connaît. Elle va à la salle de bain avec le vrai Polka, et ils discutent de la possibilité de lui faire confiance avec l'information. Polka révèle qu'il peut altérer les souvenirs de quelqu'un en faisant en sorte qu'un esprit retire une partie de son âme, mais cela pourrait affecter le cerveau de la cible. Il dit que ce n'était pas difficile à faire dans son ancien monde, mais il ne sait pas si les humains de ce monde sont différents, alors il craint de finir par détruire l'esprit de Seo. Pendant qu'il parle, il remarque soudain que Misaki n'est plus avec eux. Misaki rejoint Seo sous la douche, lui disant qu'elle a tué le vrai Polka, mais Seo sait que Polka lui a déjà pardonné, car elle connaît sa nature douce. Et elles finissent par devenir amies, Misaki leur disant que Seo ne peut pas être celle qui a commandité l'attaque contre Polka. Kuruya réalise que Seo a emmené le vrai Polka avec elle aux toilettes, et il lui révèle la vérité sur le jouet requin, ce qui la met en colère. Kuruya pense que c'est parce qu'elle s'est douchée devant lui, mais Seo dit que c'est parce qu'il a pu devenir un requin et qu'elle veut échanger de corps avec lui. Ils discutent de leur prochaine étape, Polka songeant à rencontrer le solitaire fantôme, car il voit le symbole comme un souvenir précieux et il ne veut pas que quiconque le souille. Il se demande si le solitaire fantôme vient du monde de Polka. Mais Polka en doute, disant qu'il a passé des années à créer la magie de réincarnation qu'il a utilisée, donc il ne pense pas que quelqu'un de son monde puisse faire de même. Kuruya fait ses recherches sur ce symbole, tandis qu'Ozaragi fait part à Polka de ses soupçons, pensant que la police est impliquée. Au QG de la police, Tsubaki se dirige vers le bureau du surintendant général, nommé Jiro. Tsubaki entre dans son bureau, et Jiro lui demande s'il peut fonctionner comme un rouage dans leur machine. Tsubaki dit qu'il est doué pour s'intégrer, mais il mentionne un grain de sable dans les rouages. Jiro pense qu'il parle d'Ozaragi, lui demandant si Ozaragi n'était qu'un grain de sable pour lui, mais Tsubaki révèle qu'il parlait du rat qui a fait fuir Ozaragi. Jiro l'informe que l'enquête sur le solitaire fantôme a été réorganisée, mais il demande à Tsubaki d'y jouer un rôle clé. Pendant ce temps, Tenya reçoit des informations selon lesquelles quelqu'un de Shinjuku a piraté la police, et il apprend que cela a été fait depuis un certain bureau de voyants, alors il songe à rendre visite à ce voyant. Kuruya informe Polka qu'il ne trouve pas d'informations sur le symbole, mais il sait que cela faisait partie d'une affaire sérieuse impliquant Ozaragi. Ozaragi le confirme, expliquant comment il a été tué par des assassins dans le bâtiment, et Kuruya spécule que le coupable devait être un flic. Polka s'inquiète pour les Shinoyama, pensant que leur implication dans l'affaire pourrait mettre la famille en danger. Pendant ce temps, Tsubaki discute de l'affaire du solitaire fantôme avec la police métropolitaine, leur parlant de sa tendance à se rapprocher si quelque chose attire son attention, alors il suggère de suivre le semble pour le croiser. Alors qu'il continue de discuter de l'affaire, Kozaburo entend certains officiers faire des commentaires, remettant en question la légitimité de Tsubaki à leur faire la leçon. Polka commence une séance de voyance, disant à son client qu'il est sur le point d'avoir des ennuis, lui suggérant de changer ses habitudes. On apprend que le client est en fait Tenya, qui note à quel point les lectures sur de Polka étaient précises pour la personne qui la incarne, alors il pense qu'on lui souffle juste les informations. Il en conclut que Polka n'a rien de spécial, poussant un soupir, alors Polka lui demande s'il a des questions. Tenya l'interroge sur le symbole, et Polka lui dit qu'il y a quelque chose qui cloche, alors que le stylo commence à écrire sur un morceau de papier, dessinant le symbole correct. Tenya se tait, et on apprend que Polka connaissait sa véritable identité, mais il ne pouvait pas tolérer le symbole incorrect, alors il s'est senti obligé de le corriger. Tenya est sur le point de partir, mais Polka l'interroge sur une fille à couette, en fauteuil roulant, ce qui choque Tenya. La fille se révèle être l'esprit derrière lui, et bien que Polka ne puisse pas comprendre ce qu'elle dit, il sait que la fille est angoissée par le chemin qu'il emprunte.
Polka est sur le point de l'aider à passer de l'autre côté, mais Tenya dit qu'elle doit être son esprit gardien, alors qu'il quitte la pièce, et il réalise qu'il y a quelque chose de spécial chez Polka. Alors qu'il est sur le point de quitter le bâtiment, Tenya est surpris de voir une fille portant l'imperméable de l'insecte cracheur de feu, et on apprend que la fille a aussi interrogé Polka sur le symbole. Au QG de la police, Tsubaki parle à Kozaburo de l'erreur dans le symbole, mais il ne veut pas le partager avec les autres, pensant que l'ennemi pourrait être n'importe où. 2 officiers les approchent, se moquant de la carrière de Tsubaki, mais Tsubaki leur rappelle qu'il a maintenant l'autorité de leur donner des ordres. L'un des officiers l'attrape, révélant à quel point les officiers le détestent encore à cause de son temps avec Ozaragi, mais Tsubaki déclare que seuls les flics corrompus sont en colère contre lui. L'officier le repousse, lui disant de connaître sa place, mais Tsubaki se moque de leur comportement. À ce moment-là, 2 officiers de la division de Tsubaki, Yatsu et Tozawa, arrivent et lui cassent le bras avec une décontraction déconcertante. Mais Tozawa prétend que l'officier s'est cassé le bras tout seul, le remettant en place, déclarant que le problème est réglé. Le commissaire principal Ibachi leur demande ce qui se passe, et Tozawa explique qu'ils ont juste prodigué les premiers soins à un collègue blessé. Tsubaki lui explique la situation en privé, mais il demande à Tsubaki de ne pas faire de vagues, car il ne peut pas toujours le couvrir. Ce soir-là, Tenya est sur le point d'entrer dans le bâtiment de torture par le toit quand il est soudainement attaqué. Il bloque l'attaque avec ses cartes et interpelle Polka, pensant qu'il était derrière l'agression, mais Xiaoyu apparaît, ce qui déroute Tenya. On voit Polka dormir dans sa chambre, quand le vrai Polka remarque une écriture sur le mur, qui semble provenir de l'insecte cracheur de feu. Dans un flashback, on voit l'Empire en danger, alors le dieu cadavre songe à les aider. Sa maîtresse lui dit de se préparer à une vie sans l'Empire, affirmant qu'ils ont un temps illimité. Mais elle lui dit de chérir le temps des mortels, alors qu'elle ouvre la porte. Cependant, le dieu cadavre n'a pas suivi son conseil, n'ayant pas pu sauver ceux qui lui étaient chers, et il a même fini par devenir l'ennemi du monde. De retour au présent, le vrai Polka le réveille, lui permettant de voir l'écriture sur le mur qui déclare que le monde est un programme buggé, et lui demande s'il est une termite ou un oiseau mangeant l'insecte. Polka reçoit un appel d'un numéro inconnu qui semble provenir de l'insecte cracheur de feu. L'homme lui demande s'il est l'enfant bâtard de Sabramonde, et Polka se demande comment il connaît même ce nom. Pendant ce temps, Xiaoyu attaque Tenya avec ses couteaux, forçant Tenya à sauter. Xiaoyu transforme ses doigts en longs couteaux, et Tenya panique en esquivant. On voit un homme observer le combat, et il informe Takeru de la situation. Alors il décide d'agir, disant qu'ils peuvent tirer profit du conflit. Polka essaie d'en savoir plus sur ce qu'il sait de Sabramonde, se demandant s'il vient aussi de l'autre monde, mais on voit la fille à l'imperméable de l'insecte cracheur de feu qui semble parler à l'homme, et Polka a du mal à les comprendre. Il pense que l'appelant pourrait être proche, alors il utilise ses yeux pour les chercher, et il remarque Tenya et Xiaoyu se battre sur le toit. On voit Tenya paniquer intérieurement, n'ayant aucune idée de ce qui se passe, mais il essaie de garder son calme, bien sûr. Xiaoyu s'interroge sur sa relation avec Polka et décide de le tester, mentionnant Ozaragi. Tenya fait semblant de connaître Ozaragi et Xiaoyu se demande s'il est impliqué dans la mort d'Ozaragi. Tenya essaie de s'expliquer, mais Xiaoyu le voit comme un ennemi, alors il le charge. Cependant, Lemmings atterrit soudainement entre eux et ils savent tous les deux qu'il est dangereux. On voit Takeru alors que ses associés se demandent si Lemmings va attaquer Xiaoyu, mais Takeru les assure qu'il lui a ordonné de ne pas nuire à Xiaoyu, et il est confiant que Lemmings suivra ses ordres. Lemmings se tourne vers Tenya, et Xiaoyu y voit une ouverture, attaquant avec ses couteaux. Mais Lemmings reste impassible, continuant vers Tenya. Xiaoyu pense qu'il est ignoré, alors il attaque à nouveau avec ses doigts. Il n'arrive pas à transpercer Lemmings, alors il le choque avec de l'électricité à la place, mais Lemmings se libère et continue vers Tenya, qui commence à paniquer et demande de résoudre les choses pacifiquement. Pendant ce temps, on voit la fille se faire approcher par Yatsu et Tozawa. Il la trouve suspecte d'être dans les rues au milieu de la nuit. Elle met rapidement fin à son appel, et Polka se demande ce qui se passe. Pensant qu'il ne veut pas que sa mémoire soit souillée, il se prépare à agir. Il sent quelqu'un d'agité en dessous de lui, et comme l'appel s'est terminé au même moment, il en déduit que l'appelant est proche. Ne voulant pas abandonner cet indice, il active son pouvoir. Tout le monde ressent une étrange sensation, alors qu'il couvre le bâtiment et crée un chant connu sous le nom de son temple. On voit la fille expliquer aux 2 officiers qu'elle cherchait juste son chien qui s'était enfui, et elle est bientôt rejointe par son père. Polka les observe avec ses yeux, et il sait qu'ils mentent, car il ne sent aucun chien dans la zone.
Il reconnaît les âmes de Tenya et de la fille comme les deux personnes qui l'ont interrogé sur le symbole, alors il décide d'étendre son champ pour les suivre. Tout le monde autour ressent une soudaine sensation de malaise, mais ils ne peuvent pas dire ce qui se passe. Polka se dirige vers le toit pour aider Xiaoyu, mais le vrai Polka craint d'être vu. Alors il se prépare à utiliser ses mains invisibles. Lemmings est attaqué par les mains invisibles, mais il s'en moque et continue vers Tenya. Tenya est également affectée et il se demande ce qui se passe. Polka note que son contrôle s'est amélioré dans son champ, alors il décide de passer au niveau supérieur. Tenya décide de battre en retraite, lançant une bombe fumigène et utilisant un ballon pour s'échapper, mais il est soudainement choqué, et Takeru reçoit également un rapport choquant. En sympathisant avec les esprits, Polka est capable de partager ses sens avec leurs mains, et il peut leur donner une forme tangible. On voit un essaim de main, alors qu'elles essaient de capturer Lemmings, mais Polka réalise qu'il n'a toujours pas le pouvoir de le retenir, alors il décide de s'en prendre à Tenya à la place. Tenya est fou de joie en les voyant, se demandant quel est leur secret, mais il parvient à s'échapper avec un autre ballon. Polka est déçu qu'il se soit échappé, mais il révèle qu'il a réussi à attraper la fille. On voit des images des mains de Polka se répandre sur internet, et c'est lié à l'événement du squelette. Il y a des gens qui reconnaissent son pouvoir, cherchant à le contrôler pour eux-mêmes, et on apprend que ceux derrière la mort d'Ozaraji ont commencé à agir. Et il semble que ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Mais c'est là que cette série se termine pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.